remercie Marianne et toute votre équipe. Remercier par la même occasion ceux qui sont là et des amis aussi. Je reconnais beaucoup d'amis ici dans cette salle. Et dire que c'est un très grand plaisir d'être là cet après-midi. C'est toujours intéressant de parler donc à ce public cible, parce que généralement c'est là où il y a beaucoup d'interrogations. On se pose sérieusement de grandes questions. Ce sont les périodes d'hésitation et de doute. Et souvent, quand je vois quelqu'un qui a réussi, entre guillemets, la question que je lui pose toujours, c'est est-ce qu'il vous est arrivé de douter? Il y a peut-être une semaine, j'ai reçu un SMS, un message de mon fils, Ibrahima, que vous connaissez, qui me dit, est-ce que lorsque vous aviez mon âge, tout ça était très clair pour vous, vous doutiez? Je n'ai pas encore répondu, je répondrai, parce que c'était long et puis je m'endormais déjà. Mais là, je profite de l'occasion peut-être pour vous dire ce que j'allais lui dire. Oui, je doutais beaucoup, et beaucoup, en permanence, et je continue de douter d'ailleurs, beaucoup. Mais il y a un concours de circonstances, il y a aussi une éducation, et dans ce doute, lorsque vous avez la chance peut-être de vivre une certaine culture, de porter en vous certaines valeurs, ça devient beaucoup plus facile de gérer le doute. Mais le problème, ce n'est pas de ne pas avoir de doute. Il ne faut surtout pas chercher à éliminer le doute. Il ne faut surtout pas chercher aussi à vivre sans la peur. Ça, c'est des sentiments qui vous accompagnent, qui sont là, c'est tout le temps. Et c'est peut-être, heureusement, et parce qu'ils sont là, peut-être vous aurez la chance de réussir. Maintenant, quelle est cette chance-là que j'ai eue? Je rends grâce à Dieu. La chance, c'est d'avoir eu des parents qui m'ont accompagné. Et l'accompagnement, je me souviens d'un accompagnement, et ça c'est bon de le partager, je pense, c'est de m'avoir détaché très vite de la famille, de la cellule familiale. J'étais vraiment dans une nébuleuse lorsque je faisais la classe en tout cas du primaire, etc. Je suis toujours nul, mais j'étais très nul et je ne comprenais pas grand-chose, toujours presque dernier de la classe. Et j'étais son aîné garçon. Un jour à midi, j'arrive, je trouve une 404 Mbar, donc qui devait me demander, le chauffeur, de préparer mes bagages et puis d'aller vers Kédougou. Et tout de suite, donc, il m'a envoyé à Kédougou pour presque 2 ans, 3 ans. À l'époque, c'était extrêmement difficile pour un jeune de Dakar qu'on envoie à Kédougou, qu'il ne connaissait pas. C'était presque mon premier contact, je crois, avec Kédougou. Loin d'une maman, loin d'un père, loin des frères et sœurs. À 750 km, il y a bientôt 20 ans, 25 ans, c'était vraiment la brousse. Et je me souviens que c'était à Kédougou que j'ai compris ce que c'était ma maman et mon papa. Et je pleurais, je me souviens de ces premières lettres que j'écrivais à ma mère en disant maman, je vais t'aider quand je serai grand, etc. Bon, j'étais loin d'eux, et puis bon, l'enfant, j'avais l'impression donc que ça allait continuer comme cela. Et ça, je dis encore une fois merci, parce que ça va déterminer la suite des choses. D'abord, cette distance me permet de voir l'autre comme étant une autre entité, une autre personne, et je devais, moi, recadrer, repréciser ma mission, mes obligations vis-à-vis de cette personne, et surtout, cette mission ou ce devoir que je m'assignais tout de suite. Ça a été une chance pour moi. Pendant 2 ans, 3 ans, j'ai quitté Kédougou pour venir ici encore, et puis j'ai aussi eu la chance de vivre dans pas le ghetto, mais dans des quartiers populaires. J'ai grandi à Colobane, et donc mes études là-bas à Colobane, et après c'est à l'école 3, Médina 3. Donc il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà à peu près. Après ça, je crois que je suis allé encore vers le lycée Blaise Diagne, où j'étais terrible. J'avais mes petits dreadlocks, j'avais mon petit collier de Bob Marley, j'étais un bon rastaman. Et puis on avait un petit coin là-bas qui s'appelait In the Middle, et j'étais un peu l'animateur de ce coin-là. Turbulent, vraiment turbulent. Mais tout ça, je dis, tiens, il y a un lien. Il y a un lien, et ça ne se passe pas en classe, ça ne se passe pas dans les projets,
c'est dans ce qu'il y a de plus naturel qu'on doit pouvoir retrouver le filon. J'aimais beaucoup organiser les soirées. J'aimais m'impliquer dans les associations culturelles, dans les universités. J'aimais prendre des initiatives, certaines initiatives. Et ça, je me rends compte que s'il y a quelque chose qui, par la suite, a déterminé ou continue de déterminer ce que je suis en train de faire, c'est essentiellement ces aspects-là. Donc ça, c'est jusqu'au lycée Blaise Diagne. Après, je retourne au Canada et je fais mes études d'ingénieur et après, le master, donc MBA. Et un autre événement, c'est la mort d'un père. Donc là, entre-temps, il y a eu une évolution aussi du côté de mon papa, qui est devenu troisième personnalité de l'État, qui est devenu président du Conseil économique et social, etc. etc. Mais donc, après le MBA, je me disais, bon, maintenant, quand je vais revenir au Sénégal, avec ces relations, je vais certainement trouver le poste qu'il faut. C'est sans compter avec le grand maître. Et le grand maître a tout simplement décidé de le faire disparaître. Et ça a précipité les choses dans ma vie. Et je crois que ça a été le déclic pour revenir en moi-même, dans mon espace, reprendre en main ma mission, qui très tôt déjà, il y avait les balbutiements, je vais aider ma maman, etc. Et tout de suite, ça m'a amené en fait à avoir cette culture. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir une famille aussi importante que celle-là, un papa qui a 3 épouses, une famille de 14 enfants, et puis me détourner de ces gens-là parce que moi j'avais un boulot au Canada. Je suis donc rentré. Et quand je suis rentré, ça a vraiment été la traversée du désert. Pendant de longues années, j'attendais, j'avais été reçu à l'époque par le président Diouf, les amis du papa, etc. Ils me disaient tous de très belles choses. Ah, ton papa, il était gentil, etc. etc. Mais rien. Donc je retournais, rien ne se décantait. Et c'était vraiment très, très difficile. Difficile parce que d'un statut de fils de président de conseil économique et social, d'une famille, troisième personnel de l'État, etc., où vous aviez des gendarmes, vous avez tout ce qu'il fallait. Tout d'un coup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. J'étais l'aîné, j'ai pas de job, 14 enfants, 3 mamans, avec toute la pesanteur, la pression sociale, et j'avais rien. Et c'était pas préparé. Ça, c'était compliqué. Je résume, en même temps, vous recevez des courriers pour dire « sortez de cette maison, parce que votre papa devait une dette. Vous gérez cela. Vous ne pouvez pas payer l'eau, la SDE, il n'y a pas à réinventer parce que vous n'avez pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il y a vos frères, il y a tout cela. C'est compliqué. Et beaucoup plus compliqué parce que je n'avais plus la possibilité de partager ça avec quelqu'un. On me percevait comme étant l'autre. Je devais préserver la dignité d'un père, d'une famille. Je ne pouvais pas partager avec les amis ou autres la difficulté, à la limite l'humiliation d'une famille. Et quand je suis revenu du Canada, c'était une partie de l'histoire, j'ai retrouvé une maman sur un matelas qui n'avait même plus son lit parce que son successeur avait demandé à reprendre tout le mobilier de la résidence. Et donc, puisqu'il n'y avait rien, elle était obligée donc de prendre son matelas et puis de le mettre à même le sol. Donc, vous voyez tout ça, bien d'autres, c'est pénible et c'est très difficile. Donc, de là, vous touchez le fond. Mais c'est là où c'est intéressant peut-être aussi. Quand on touche le fond, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de remonter, quoi. En tout cas, tenter de remonter. Donc nous avons tenté de remonter. Et l'histoire de l'école est venue comme cela. On me disait, en attendant que le président Parois de Diouf vous donne ce boulot-là, vous trouve ce boulot-là, mais en attendant, écoute, est-ce que tu peux dispenser des cours? Il y avait une école qui était en ville, je dis ok, il n'y a pas de problème, mais là-bas on a commencé à me payer 30 000 francs, puis je me suis débrouillé, j'ai acheté une petite voiture, je me souviens, elle était bleue, une Golf, non, elle était à 200 000 francs. Mais quand je conduisais, après j'avais quelques difficultés, puis j'étais un peu gêné, bon après, mais les étudiants étaient devenus des amis, et à midi 13h, je n'avais pas besoin de coup de main pour allumer, etc. Et puis bon, allumer, puis après c'était bien. Donc c'est mon premier véhicule. Mais j'en étais fier.
J'en étais fier. Et puis j'étais toujours chez le mécanicien pour l'entretenir, refaire la housse, etc., etc. Après, c'est parti comme ça. Mais, et je résume tout ça pour venir maintenant sur ce que je retiens de tout ça. Là, je ne décris que les faits. Dans cette classe-là, il y avait un étudiant, parmi les autres étudiants, qui observe et qui me dit un jour, monsieur, vous n'êtes pas à votre place. Je vous suis, je vous écoute et je dois vous mettre en rapport avec quelqu'un d'autre qui a peut-être les moyens d'accompagner, de vous accompagner. Et il me mettait en rapport avec le propriétaire de Yalla Souren, Abou Sley 1, que je profite de l'occasion pour saluer l'homme parce que Dieu a voulu que les choses passent ou passaient par lui. Et donc, je résume, il me présente et il m'a managé, il m'a coaché. C'était mon étudiant. Mais après, immédiatement, les rôles ont été inversés. Moi, je devenais son étudiant et lui devenait le maître. Il m'a présenté donc à ce monsieur. Ce monsieur dit, bingo, j'y vais. Et puis, nous avons lancé ensemble le projet, donc, Machallah. Après, c'est devenu Machallah, IAM Machallah. Il est venu m'accompagner. Pendant 6 mois, ça a été un très très beau projet. J'ai travaillé. Le propriétaire me disait, Monsieur Guérassi, je ne peux pas te payer. Je veux juste voir si tu es en mesure de. Et pendant 6 mois, j'ai fait ce travail sans salaire. Et ça a pris forme et c'est parti. Une fois, il commençait à douter. Il me dit, mais c'est curieux que tu puisses travailler avec moi 6 mois sans me demander de salaire, d'argent. J'en avais besoin, j'étais d'une famille devenue très très pauvre. J'en avais besoin. Mais honnêtement, sincèrement, je veux lui dire aujourd'hui, il n'est pas là avec moi, que ce qui m'intéressait, c'était de prouver autre chose. Ce n'était pas les véhicules, c'était plus la maison, tout ça. J'ai vu en fait la finalité et puis que ça ne donnait pas grand-chose parce que je savais à quoi tout cela m'avait ramené et puis les résultats. Donc aujourd'hui, j'avais plutôt besoin à l'époque d'exister. J'étais devenu tellement fini, complètement anonyme. Je n'avais plus de possibilité de m'accrocher à un père, etc., etc. Donc je voulais absolument exister et je n'avais plus le choix. J'avais une possibilité là de prouver que je pouvais faire quelque chose par moi-même. Et ça, il ne fallait pas que je rate cette occasion. Donc ce n'était pas l'argent. Mais lui, on lui a fait croire, on lui a fait comprendre que bon, il n'est pas clair, etc. C'est pour après l'inspection du travail, etc. J'étais bien loin de cela. Après, naturellement, il y a eu aussi une autre réalité qui rattrape toujours les organisations africaines, une réalité très africaine. C'est-à-dire que fils aîné, qui revenait aussi de la France, qui avait à peu près le même âge que moi, et qui, je suis sûr, est certain qui pouvait faire la même chose que moi, j'étais en train de faire pour lui. Eh bien, des amis et d'autres, certainement ont dû dire, il y a votre garçon qui peut faire la même chose. Et les choses ont commencé à changer. Après, il m'a rappelé pour me dire, je veux te faire de toi un salarié. Soumaré, qui m'avait suivi, un autre étudiant, qui avait quitté l'autre école pour m'aider, sans salaire pendant 1 an. Il leur a dit, bon, j'arrête le projet et toi, je te prends. Je dis non, ça je me souviens de cela. J'ai dit, pour l'histoire, je ne veux pas que ces deux-là, un jour, qu'ils disent, c'est une honte. Nous avons cru en toi. Nous sommes venus t'épauler pendant presque 1 an sans salaire, sans sous. Et qu'un jour, qu'on t'assure un emploi, que tu nous fermes la porte pour après être salarié, etc. Et c'est en ce moment que j'ai moi-même rendu une démission en disant, c'est avec eux, sinon je pars. Et donc je suis parti. On est parti. Mais je suis parti pas pour... Je ne pensais pas du tout que l'IAM allait survivre. J'avais la nationalité canadienne. J'ai dit, j'ai tenté, j'ai tout fait pour mes parents, pour ma famille, tout. Mais là, je me rends compte que ça ne marche pas. Et je dois retourner, je rentrais. Donc j'avais l'attitude vraiment d'un véritable chômeur. C'est-à-dire après le déjeuner, on mangeait, et puis après il y avait toujours le petit thé. Voilà, je commençais à avoir les attitudes, le comportement. Et c'est en ce moment que les étudiants que j'avais à Machallah, il y a un groupe d'étudiants qui s'est détaché, moins d'une dizaine, pour venir me trouver à la maison pour dire on veut de ce projet. Alors, je crois que je vais, en même temps que je raconte, dire aussi les grands enseignements que je tire de tout cela. Ce qui veut dire, depuis la première école, ce qui veut dire que
On ne sait jamais. Impossible de savoir d'où ça partira. Pour ne pas prendre le risque de passer à côté du déclic ou de l'opportunité, l'attitude à avoir, c'est l'attitude de quelqu'un qui écoute. Mais on ne peut écouter lorsqu'on n'est pas humble. Et l'humilité, on est obligé, lorsqu'on doit entreprendre, d'être humble. Parce que le business et l'opportunité est entre les mains de n'importe quel client, de n'importe quel partenaire. Il suffit simplement d'être là, humble, en train d'écouter. Lorsqu'en management ou en marketing, on parle du sens de l'écoute, etc., je pense que ce n'est pas une dimension business ou management, c'est une dimension humaine. Quand on pose la question, c'est quoi le management, etc., je dis qu'il faut arrêter de se perdre dans des explications trop sophistiquées. La chose, c'est de revenir simplement à l'essentiel, à ce que nous avons de plus humain. Parce que cet étudiant, j'étais censé être son maître, il s'est transformé, l'histoire et les choses ont fait, c'est ça, que les rôles, à la fin, ont été inversés. Il était mon coach, et c'est ça la réalité. Un vrai coach, c'est comme ça. Écoute, tu es capable, écoute, change, écoute, fais ceci. C'est ça le coaching. Et amener quelqu'un, comme vous êtes en train de faire, d'un point A vers un point B, il n'a pas fait autre chose, c'est ce qu'il a fait exactement. Et j'ai du respect, je le cite, chaque fois que j'ai une émission, je donne son nom parce qu'il a ce mérite. Mais ça, la chance que j'ai eue, c'est pour ça que je me reconnecte à mes parents, pour dire le fait de m'avoir envoyé très tôt vers Kédougou, très tôt me faire comprendre qu'attention, à l'époque mon père était député, c'est rien tout ça, tu vas aller au champ, tu vas, etc. Ça te donne des valeurs et une attitude qui peuvent te servir et t'accompagner pour le reste de la vie. Après, l'autre étape aussi, quand tout cela arrive, que 10 étudiants ou un peu moins viennent me voir chez moi, je dis souvent, il y a un œil qui est là, observateur, et qu'on ne voit pas, qu'on n'identifie pas. Et l'œil observateur, ce n'est pas en dehors de votre cercle. C'est l'ami le plus proche qui vous observe et qui vous apportera l'opportunité ou qui vous détruira. Lorsqu'on apprend à tricher sur la même table, parce qu'on est amis, on est potes, on peut se dire n'importe quoi. Attention, soyez sur vos gardes. Le jour où cet ami-là aura un financement, un projet, chef de gouvernement, s'il doit confier une responsabilité à quelqu'un, il ne vous associera pas. Parce qu'il vous a connu, il vous a observé. Donc il y a un process d'observation anonyme, discret qui se fait par la mère, par le père, etc. Et chacun le fait, chacun enregistre en mémoire. Un jour, la question sera forcément posée aux voisins, à votre épouse, à votre époux, aux collègues, à l'ami d'enfance. C'est pour ça que la question de l'éthique, c'est une question permanente. On ne peut pas avoir le bon comportement avec telle personne et quand on ferme la porte, être autrement. Il faut être comme ceci tout le temps et partout. C'est une question de conscience et encore une fois, avoir l'habitude d'entrer en soi-même et de régler son problème. L'homme grand, c'est celui-là qui est connecté à sa mère, connecté à sa famille, connecté à son quartier. L'homme encore plus grand, c'est celui-là qui se connecte aux arbres, qui se connecte à son pays. L'homme encore beaucoup plus grand, c'est quelqu'un qui se connecte à l'humanité. Il y a des gens qui sont préoccupés par de grandes questions de l'être humain, de la dignité humaine. Et ils sont là à la télé, ils écrivent, ils se battent, ils meurent pour cela. Il y a d'autres qui sont restés mesquins. Je gère que ma poche, je ne gère que ma petite famille, mes enfants ou moi-même. La seule différence, ça se passe dans la tête, dans l'esprit et la façon de percevoir sa mission et la conscience qu'on a de l'environnement, la conscience qu'on a de son rôle ou du rôle à jouer. Et plus le rôle est élevé, plus cette connexion, les ramifications sont importantes, plus en fait son projet et la connexion, la détermination, elle est beaucoup plus puissante. On ne peut pas être entrepreneur si ce n'est pas ce niveau-là. Si l'ancrage, il n'est pas ce niveau. Un entrepreneur qui aime l'argent, je dis ça ne décolle pas. Ça ne peut pas aller loin. Je vous assure que ça ne peut pas décoller. Il faut à la base, je disais qu'il faut être très humain, très humain. À la base, il faut aimer. Les Africains, nous avons cessé d'aimer. Les Africains, beaucoup d'ara, ils n'aiment rien. Lorsqu'on n'aime pas l'enfant, on ne peut pas concevoir des habits ni des chaussures pour l'enfant. Lorsqu'on n'aime pas, on ne s'intéresse pas aux pêcheurs. On ne peut pas aller loin. Mais tout cela pour s'intéresser à ces catégories de personnes, il faut encore de l'humilité et de la considération. Je dis souvent, Dieu ne charge jamais une âme
au-delà de ce qu'elle ne peut pas porter. Et pour moi, charger l'âme au-delà de ce qu'elle ne peut pas porter veut dire simplement la charge de « j'ai pas d'argent », ça c'est pas un problème. La charge « je suis malade », ça c'est pas un problème. Mais la véritable charge sur la conscience ou l'âme de quelqu'un, c'est l'ambition de faire de grandes choses. Cet homme-là que je vois en photo ici, Nelson Mandela, c'était ça son problème. Je suis sûr qu'on lui a proposé beaucoup d'argent pour qu'il se taise. On lui a proposé beaucoup. Il avait son emploi, son job. Il est d'une grande famille. Mais son problème, ce n'était pas ça. La nature où Dieu l'a piégé quelque part, c'est en mettant sur lui une autre conscience. La conscience de libérer un peuple. Et offrez-lui 1000 cadeaux, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Mais si on assume cette mission, si on l'assume, si on aime ça, si on aime, et quel que soit le prix, Dieu ne charge jamais, ne te met jamais dans de pareilles conditions sans te donner les moyens de réussir. Pour dire simplement que ces étudiants sont venus, m'ont proposé, c'est parce qu'ils observaient quelque chose. Ils ne me connaissaient pas un père, un parent, ils ne savaient rien de moi. Et ils viennent, chacun d'eux me donne 60 000 francs à l'époque, c'était beaucoup d'argent, pour ses frais de scolarité. Et ils me donnent un délai de 1 mois. Je n'avais pas d'école, ni un local pour dire, nous n'allons ni à Subdeco, à l'époque il y avait Subdeco, ni à l'ISM, il y avait ISM, mais on attend que toi tu trouves un local. Chers amis, c'est quand même assez fort. C'est assez fort. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas que je sois ingrat. Dieu, quand il veut une chose aussi, il vous guide. Mais je dis encore une fois, je dis Dieu est management. Dieu est business. Dieu, il est bon entrepreneur. Dieu est mathématique. Dieu est logique. Un chapelet des prières, etc. Dieu, Yalla Barna, il va dire, c'est bien, le paradis je donnerai. Mais ici, il a des principes. Le principe qui fait tourner la terre et qui fait réfléchir des physiciens qui trouvent des formules, c'est des principes pour un croyant qui émanent de Dieu. Donc ce Dieu-là qui est physique et mathématique, ou même quelques des milliers de secondes dans le retard d'une rotation peut amener un cataclysme, quand ce Dieu-là est d'une précision aussi extraordinaire, attendez, c'est pas parce que je suis dans le monde du business que là il va oublier en fait ces qualités-là ou cette essence-là. Donc à ce niveau-là aussi il y a des principes. Quand on est sur terre, il y a le principe du travail. Il faut travailler. Pour revenir à l'entrepreneuriat, on bosse, on a forcément, je dis, ça c'est la bonté divine. On bosse, on a forcément quelque chose. Mais non, il ne faut pas être dupe. Ce n'est pas le milliard qui détermine en fait si ça a marché ou pas. Je pense qu'il faut aussi l'indicateur. Ça veut dire quoi marcher pour toi? Je vous assure que pour moi, marcher. Là aujourd'hui, j'ai changé. Pour moi, marcher, c'est peut-être avoir un peu plus d'argent. J'en ai besoin. Mais il y a quelque temps, marcher pour moi, c'est mettre ma famille à l'abri. C'était ma préoccupation. Chaque jour, je priais Dieu pour que ma famille ne soit pas dehors. C'était ma hantise. J'avais honte. Il fallait qu'ils mangent. Et donc, c'était ça. Faire plaisir à mes frères et sœurs, rassurer les mamans. Et chaque fois que je voyais une sœur, un frère me demander un service, je vous assure, c'était un grand plaisir. Je me mettais à la place de mon père. J'étais fier, même si, etc., j'étais fier d'assumer cela. Et donc, cette fierté que j'avais, ce plaisir, c'était vraiment un plaisir, que j'avais de partager avec eux et de pouvoir rassurer des frères, une maman, je vous assure que c'est l'indicateur le plus pertinent pour moi. Et je n'enviais personne. Je n'enviais pas ceux-là qui sont restés au Canada avec leur nationalité. J'ai quitté ça. Je n'enviais pas ceux-là qui venaient ici pour dire je veux un appart. J'ai habité, je continue d'habiter avec ma maman. Je fais des va-et-vient, beaucoup de va-et-vient, pour partir des faits qui semblent être insignifiants et les connecter en fait à ce qui me semble être très important, les valeurs. Voilà l'histoire, je résume, puis après, 20, 10, etc. Aujourd'hui, nous sommes à 3000 et quelques étudiants, Bamako, Ouagadougou. J'ai parlé aux étudiants, pour la première fois, on m'a applaudi. Moi, je n'ai jamais été applaudi. Je te jure, je vous jure. Bon, il paraît que des fois je parle bien, il paraît. Mais je vous assure que je ne parlais pas en public. J'étais plutôt très timide et c'était la catastrophe. Je ne pouvais pas parler en public, je ne pouvais pas présenter en public. Et ce jour-là, j'ai été
inspiré. Je crois que le cœur a parlé. La mort d'un père, ce que j'ai vécu après, etc. Finalement, tu dis, non, je ne formalise plus, je laisse parler le cœur. Et quand le cœur parle, il se connecte à des cœurs et ça devient plus fluide. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu l'adhésion donc de ces étudiants-là. Et tout de suite, ils m'ont dit, écoutez, M. Guirassy, vous allez donc repérer une maison, vous nous montrez, puis on vous donne 1 mois, le temps de... Bon, j'aime bien aussi prendre des risques. Je suis allé voir une maison, je suis revenu leur montrer cette maison-là qui est en construction. Ils m'ont dit, bingo, c'est bon. Je payais 100 et quelques mille francs. Mais les 100 et quelques mille francs pour payer le mois, la fin du mois, il y avait Soumaré justement. Lorsque le propriétaire arrivait, et ça c'est juste quelques anecdotes, quand il venait, on me cachait dans les toilettes. Parce qu'il était souvent chaud. Le truand, où est-ce qu'il est? Il n'a pas payé 2 mois, etc. Alors j'étais gêné parce qu'il y avait des étudiants qui étaient là. Alors, Soumaré, pour que, voilà, il me mettait dans les toilettes pour être sûr que le monsieur est entré dans le bureau. Et à partir de là, maintenant, on me dit, bon, etc. Puis je refaisais la cravate, la dignité, etc. Mais en réalité, il y avait tout un scénario avant. Et c'était compliqué. Ils disaient des choses. Alors, eux, ils n'acceptaient pas, parce qu'ils me respectaient beaucoup. Et ils me disaient, non, n'accepte pas ça, etc. Je dis non. Je me souviens de la formule, je dis, laisse-moi avoir le dos rond. Je sais que je ne veux pas truander, mais les faits sont là et je dois gérer ça comme ça. Et j'ai géré ça comme ça pendant... Et finalement, le monsieur aujourd'hui est décédé. Et quand j'étais au... On est devenus de grands amis après. Finalement, ils nous ont vendu la maison depuis 2002-2003. Et donc, on est devenus vraiment... C'était d'autres rapports. Aujourd'hui, quand eux, ils parlent de l'école et de nous, on en rit. À l'époque, on me disait, un jour viendra, tu riras de... Voilà, tout cela sera une histoire. Je n'y croyais pas du tout. Je dis, c'est pas possible, c'était tellement atroce. Et l'autre... belle histoire, c'est quelqu'un qui est venu avec un pistolet, à l'époque, trouver Khalifa. Parce qu'on avait pris 10 ordinateurs que je n'arrivais pas à payer. Et lui, le fils de Mamba Guirassy, pour lui, je faisais exprès. Il a l'argent, etc. Et il est venu donc avec beaucoup, très, très agressif. Et c'était des moments d'humiliation, des moments extrêmement forts. Et je termine sur une histoire qui m'a beaucoup marqué et qui fait la synthèse un peu du fils de l'autre. Et ce que j'ai vécu après, et c'était donc dans mon bureau, comme directeur général, je reçois après un commissaire-priseur qui vient saisir les biens, donc à l'IAM. Les premières années, je n'arrivais pas à payer. C'était un tableau de publicité qui nous a coûté 2 millions. Impossible de payer ce tableau-là. Et puis bon, le monsieur nous a amenés au tribunal. Puis après, je n'ai pas été en mesure de payer. Et puis après, voilà, commissaire-priseur. Et lorsque le commissaire vient, il vient avec des gendarmes. Il est venu avec des gendarmes devant des étudiants. Il entre dans le bureau et le gendarme ne savait pas que c'était moi. Et ce gendarme-là faisait partie des gendarmes de notre résidence, quand on était plus jeune. Et quand je le croise, donc nos yeux se croisent, il m'appelle Baba, il dit c'est Baba. Je ne me souviens plus de son nom, je l'ai reconnu aussi. Et je me souviens d'une phrase, je dis mais pourquoi vous voulez me mettre à genoux? Parce que je savais que je me battais depuis le Canada pour une famille. Je voulais vraiment me battre, quoi. Je voulais vraiment me battre. Et je me battais en toute dignité et je voulais absolument réussir. Et j'ai tout fait pour réussir. Et je vois certains qui auraient pu m'aider et qui ne m'ont pas aidé. Au moment où, etc., en plus de ça, c'est l'humiliation d'une saisie de gendarmes, etc. Ça, c'était des moments atroces, atroces, atroces. La pitié, c'est le discours peut-être des faibles. Et quand on est dans l'entrepreneuriat, dans du business, c'est peut-être moins le terme. Bon, peut-être que ce terme-là est dévolu à l'autre, mais c'est cette nuance-là. Ce n'est pas la faiblesse. C'est la compassion, c'est la compréhension, etc. Mais lorsqu'il faut se débarrasser de quelqu'un, faites-le. Pour sauver une communauté, sauver un business. Mais lorsqu'on veut vous maintenir, etc., mail qui recrute telle personne, donne telle, etc., c'est de la gentillesse, tu es beau, tu es grand, etc., alors que tu n'as pas les moyens, alors qu'en le faisant, tu es en train de tuer un business qui va faire vivre 10, 20, 30 autres. Non, t'es pas clair là, c'est pas bon ça. Soit avec Dieu, soit avec ta conscience, comprendre que non, c'est pas le moment de donner. Ou si je donne de façon intelligente. Donc cette année, d'ailleurs, je dis, arrêtez-moi toutes les bourses que j'offrais aux étudiants. Quand je donne une bourse maintenant, je dis en contrepartie, je veux que la personne s'inscrive dans une chaîne de solidarité. Je te donne parce que j'ai l'argent. Mais toi, tu peux me donner autre chose que l'argent. Cette dignité-là, il faut qu'on l'ait.
Il faut qu'on l'ait. Ce n'est pas parce que tu viens des parcelles, que ton père est paysan, que tu ne peux pas avoir ta dignité. Arrêtez. Mais tout le monde tend. On est dans un social à n'en plus finir. Tout le monde veut demander. C'est pour ça qu'on n'est pas entrepreneur, on est médiocre. Et vous savez, Dieu là, comme je disais, un grand physicien, un grand entrepreneur, il continue de te piétiner parce que tu n'as pas ta dignité, tu n'as pas ta place sur cette terre. Et tu penses Dieu, prier, etc. Il n'est pas dans cette faiblesse. Parce que tu n'es pas honorable. Quelqu'un d'honorable, c'est quelqu'un qui est digne, qui se prend en charge, qui fait face. Et lorsqu'on touche le fond, encore une fois, mais il y a des opportunités merveilleuses. Ce sont des opportunités lorsqu'on sait bien écouter et observer. Tout est opportunité, mais ce sont nos rapports avec les choses qui changent les choses. Je suis impressionné effectivement en si peu de temps qu'on puisse aller plus loin. Et vous m'avez aidé aussi à mieux me comprendre parce que je raconte et souvent je pense que c'est ça et des fois je vois que vous le voyez autrement et vous me permettez donc de m'ajuster. L'esprit de partage, je suis convaincu qu'aujourd'hui pour créer de la valeur, il faut partager. Ceux qui sont riches, ils sont riches parce qu'ils partagent. Et c'est le principe qui porte aujourd'hui les TIC, par exemple. À la base des TIC, c'est le partage. Je sais et je contribue. Je me mets en ligne et je suis impressionné par ceux qui font des logiciels libres. Comment quelqu'un peut-il travailler, mettre au point quelque chose de formidable et être aussi généreux, avoir le courage de le mettre en ligne et que le monde entier puisse aller le prendre. Et il ne vous connaît pas, il le met en ligne. C'est quand même quelque chose. Et pourtant, c'est ce qui développe les TIC. Et pourtant, ces gens ne s'appauvrissent pas, au contraire, ils s'enrichissent. Ce qui veut dire que les business models ont complètement changé. Il faut aujourd'hui partager pour espérer un retour, être riche. Je fais le link avec l'entrepreneuriat. Pour ceux qui cherchent des financements, etc. Il faut la générosité. Être généreux veut dire être dans une logique de réseau. Être dans une logique de réseau ne veut pas dire être un réseauteur raseur, un réseauteur opportuniste qui ne vous dit bonjour que lorsqu'il a un CV entre les mains, qui ne vient aux réunions que parce qu'il est sûr que telle personne va y aller et tout de suite après, il y a un projet que je peux soumettre à la personne. Le réseauteur, le vrai réseauteur, c'est celui-là qui y va par générosité. C'est d'abord une philosophie de partage. On est bien, on est solidaire. Et le bon réseauteur qui, en retour, peut s'attendre à l'investissement, à l'accompagnement des autres, c'est celui-là qui prend son temps pour dire « Monsieur Guirassy, j'ai vu telle personne, je crois qu'il devrait vous intéresser. J'ai pris son numéro de téléphone. Ok, je vous le donne. » Ça, c'est de la générosité. Et chaque fois qu'on investit de cette sorte dans un réseau, tôt ou tard, le réseau vous le rendra. Esprit d'entrepreneur, oui, j'aime beaucoup entrepreneur. Self-made man, je ne crois pas. Je crois qu'il y a toujours les autres qui sont là pour vous aider à avancer. Comment êtes-vous allé au Canada? Je suis allé par accident aussi. Je voulais aller en France comme tous les Sénégalais à l'époque. Et parce que je n'étais pas organisé, je n'ai pas fait ma demande à temps. Et mon père qui voulait vraiment que je... Voilà, il me dit, mais bon, maintenant peut-être au Canada c'est une solution. Puisqu'ils ont 2 sessions, la session de janvier, j'ai pu donc y aller, comme ça, par accident. Je n'ai... voilà, donc je n'ai pas choisi, franchement. Comment avez-vous obtenu l'autorisation d'enseigner et de livrer? J'ai risqué. J'ai commencé les cours, bien après, j'ai... au fur et à mesure. Après, quelle solution proposez-vous aux jeunes entrepreneurs qui n'ont pas accès au financement et qui n'ont pas... C'est les réseaux, c'est de battre et faire de la qualité. Moi, je pense que quand on aime une chose et quand on la fait bien,
forcément, en fait, on a les moyens de trouver un financement. Je ne crois pas aussi en miracle, tu travailles, puis bon, ça viendra un jour, je ne crois pas ça. Je pense qu'il faut être dans l'action. Quand je cherchais mon premier emploi au Canada, on nous disait que pour un emploi obtenu, il fallait au préalable envoyer plus de 200 demandes d'emploi pour avoir un. Donc le rapport, c'était de 1 sur 200. Attends, c'est tellement compliqué, tout le monde en cherche, le monde entier. Les Chinois en cherchent, les Japonais en cherchent. Et toi, tu vas simplement déposer ton dossier quelque part et tu dors. Je dis, tu en es où là? Ils ne m'ont pas encore appelé. Ensuite, ils rajoutent, ils disent, etc. Mais tu n'auras absolument rien du tout. Donc il faut de la détermination, de l'engagement, de la persévérance et accepter en fait cette petite souffrance-là. Mais au bout, il y a toujours donc la satisfaction. Donc qu'est-ce que j'ai à dire aux entrepreneurs à ce niveau-là? C'est vraiment de la persévérance, beaucoup de persévérance. Aujourd'hui, ce que je recherche, c'est que ce soit plus cohérent. Il faut savoir identifier sa niche, son positionnement et comprendre que chacun de nous est unique. C'est pour ça qu'il ne faut pas envier quelqu'un. Peut-être on peut admirer, on peut s'inspirer, mais chacun doit trouver sa voie. Et lorsqu'on abandonne cette voie pour essayer d'emprunter celle de l'autre qui semble marcher, ça ne marche jamais. Ah, c'est beau, c'est bien, mais je te mets un rapport tel. Ah, c'est beau, c'est bien, je t'amène le directeur de l'ESSEC, etc. Mais ça part de ce que tu sais faire. N'abandonne jamais ça pour aller faire autre chose. Cela veut dire quoi? N'abandonne jamais aussi ta famille, ta culture, ton espace naturel, ce que tu maîtrises pour aller tenter de faire parce que l'autre a réussi, etc. Chacun a son parcours et les séquences doivent être respectées. Ne saute pas tes séquences parce que l'autre, etc., etc. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est de se détacher de sa mission. C'est-à-dire que lorsque j'aime l'enseignement, ce n'est pas l'enseignement que j'aime. Qu'est-ce que j'aime au-delà de tout cela? C'est ce que je suis en train de faire là. Ça, j'adore, j'aime. J'ai nommé 2 fois, 4 fois des directeurs généraux. Je me suis retrouvé avec des problèmes avec les directeurs généraux parce qu'ils veulent m'envoyer à la retraite. Je nomme un, il dit, bon voilà, M. Guirassy, si tu as besoin d'argent, on te donne, maintenant tu les agents. Je dis non, la chose me passionne. Moi, je vous ai amené là pour m'aider à m'organiser. Je ne vous ai pas amené là pour tuer ma passion ou la passion que j'ai pour l'enseignement. Au-delà donc de l'enseignement, cette flamme, cette chose-là, cette passion. Vous allez à l'école, vous verrez en fait que j'aime ça. J'ai investi beaucoup plus dans ça, dans cette école, que partout ailleurs. Parce que simplement, c'est important pour moi. Pas le retour. Il y a un qui m'a croisé une fois, vers 11h minuit à l'école, il s'arrête, il dit, je ne vous connais pas, mais je sais que vous aimez ce que vous faites. Parce que ce que vous mettez là, je suis sûr qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Et Dieu sait qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Mais je suis un passionné de la chose. Donc, ce qu'il ne faut jamais perdre, c'est le beau, être connecté au beau, ça c'est du naturel, aimer le beau, aimer le vrai, aimer la qualité, aimer cette dignité, aimer le beau. C'est pour ça que j'aime l'art et les artistes. L'artiste qui prend une photo d'un coucher de soleil, il est tellement beau après dans un salon, on entre dans le salon, on dit waouh, c'est beau. Mais c'est beau parce qu'il a su se connecter à quelque chose d'ordinaire que tu vois tous les jours. Mais lui, il a pris l'instant. Tac, il prend la photo où il dessine et il met ça là et puis c'est beau. Et tous les jours, vous le voyez. J'ai parfois des tableaux de femmes qui tressent d'autres. La scène est tellement belle. Des fois, c'est des scènes de marché qu'on reproduit sur des tableaux, on les achète. Mais ils n'ont rien fait, ils n'ont fait que reproduire en fait le naturel. Ce qu'il y a, ce que nous voyons tous les jours. Et c'est pour moi, c'est ça le business. C'est ça le filon. Et il faut toujours rester connecté à cela. Qualité, beauté, qualité, beauté, qualité, beauté. Et ben, si vous êtes dans ça, normalement, vous faites de l'argent. Normalement, parce que les gens aiment ça. Cette année, par exemple, à l'école, c'est la première fois, je crois, depuis la création de l'école, on n'a pas fait de publicité. Et c'est la première fois sans publicité qu'on fait quand même des résultats très intéressants. Je sais, j'avais des problèmes avec mes collaborateurs qui disaient « Dans Khalis, etc. Non, tu n'as pas payé les salaires. » Je dis non. Je suis en train de pérenniser votre job.
Si je n'investis pas comme ça, aujourd'hui, en vous obligeant à investir dans ça, en acceptant de souffrir 1 mois, 2 mois, 3 mois, je fragiliserai vos jobs. Et aujourd'hui, ils comprennent ce que je veux dire. Parce que quand tu viens, tu dis, bon, au moins, même si ce n'est pas la qualité, même si, etc., tu dis, je peux lui faire confiance un tout petit peu. Parce qu'on a investi dans le beau, on a investi dans le convivial, etc., etc., et ça change un peu la chose. Est-ce qu'on doit partager ses idées pour avoir l'avis des autres? Alors, moi, il y a des histoires qui me disent, tiens, puisque Dieu est méthode, Dieu est rigoureux, Dieu est physicien, etc., et il est précis, donc quand il raconte certaines scènes, c'est parce qu'il y a de la précision dans la chose. Quand il dit au prophète Youssouf, alayhi salam, ne raconte pas ton rêve à tes frères. Parce que si tu racontes ton frère, le diable va certainement les amener à te combattre par jalousie. Je dis Dieu est Dieu, et il savait que l'autre était prophète. Donc la vérité, ou la compétence et la légitimité, l'un là, et il l'a donné aussi à l'autre. Mais il dit quand même, tiens compte de ma réalité, ou de ma physique, de l'organisation humaine ou sociale. C'est comme ça que je le veux. J'ai fait l'homme, il est bon, et parfois il a de la méchanceté. Donc quand tu as de bonnes idées, parfois il faut savoir les cacher, les dissimuler. Le secret, je pense, en fait partie. Il faut être peut-être un peu trop bête, ou ne pas comprendre le fonctionnement d'une société pour dire, ok, je suis généreux, je montre tout, je dis tout, etc. etc. C'est même pas comprendre ou connaître qui est Dieu, si on est croyant, en tout cas pour moi. Donc des fois, il faut, etc. Mais le partage doit être le moteur, mais aussi en fonction des autres. Il faut connaître l'autre avant donc de partager ou de tout dire. Voilà, je n'ai pas répondu à toutes les questions, il y a plein de choses à dire, j'ai peut-être déçu certains, mais l'idée encore une fois, ce n'était pas de présenter la chose en termes de modèle, mais plutôt de partager. J'ai beaucoup appris aussi à partir des questions, j'ai beaucoup appris. Et j'espère aussi que les erreurs qui ont été commises durant ce parcours-là permettront peut-être à certains d'aller plus vite ou autrement. Encore une fois, merci beaucoup, merci Marianne.